bonsoir à toutes et tous. Donc, c'est l'avant-dernier cours de la série. On avance dans notre description du système solaire interne. Donc, aujourd'hui, on va essayer de mettre ensemble tout ce qu'on a vu pour essayer de développer une vision globale de l'évolution initiale du système solaire interne, donc les premiers quelques millions d'années. Alors, j'ai mis entre parenthèses partielles, et vous verrez pourquoi. En fait, c'est un cours assez atypique, parce que très vite, on arrivera à parler des choses qu'on ne comprend pas très bien, on ne comprend pas. Et donc, c'est un peu les cours spéculatifs, c'est-à-dire, voilà, on va dialoguer sur des scénarios que pourraient expliquer les données, mais sur lesquels on n'est pas encore très sûr. En fait, on va voir un peu comment la science avance. On développe des modèles, les modèles, sur le coup, ont l'air de marcher si on les confronte à un certain ensemble de données. Mais après, il faut tester les modèles sur un ensemble de données plus vaste. Et là, on s'aperçoit que les modèles ont très vite des limites. Et donc, du coup, il faut rendre les modèles plus complets, plus sophistiqués. Donc, ça nous amène, en regardant les données, à réfléchir à des scénarios qui semblent être cohérents, concevables et aller dans la bonne direction. Et ensuite, évidemment, il faudra les modéliser, les formaliser, les quantifier et les confronter avec davantage de données pour les tester. Donc voilà, je vais essayer, c'est vraiment quelque chose en pleine évolution, c'est un peu la devise du collège, enseigner la science en train de se faire. Donc là, voilà, vous verrez un peu tous nos élucubrations et les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc commençons par un petit rappel de la dernière fois. Donc la dernière fois, on a dit qu'on comprend la formation des planétésimaux par ce processus d'effondrement gravitationnel des poussières sur elles-mêmes, pourvu que le disque soit suffisamment enrichi de poussière. Donc typiquement, on a une quantité de poussière qui est en masse 1/100e de la quantité du gaz. Donc si on fait l'intégration de toute la masse en poussière et toute la masse du gaz verticalement dans les disques, depuis la surface du disque jusqu'au plan médian, les poussières sont égales au gaz divisé par 100. Et pour avoir ces processus d'instabilité gravitationnelle, il faut par contre avoir une quantité de poussière, toujours intégrée verticalement, qui soit au moins 2-3 fois plus grande. Okay. Donc on a un problème, parce qu'en principe, on n'atteigne pas le niveau de seuil pour avoir ces instabilités pour former des planétésimaux. Et donc on a dit, par le biais de quelques processus, il faut d'abord que les poussières s'accumulent à quelques rayons, okay, et ensuite, c'est là qu'on pourra faire des planétésimaux. Donc là, je commence par discuter un peu quel mécanisme pourrait conduire les poussières à s'accumuler à quelques endroits du disque et donc pouvoir ainsi générer la première génération, la première population des planétésimaux. Alors, il y a plusieurs processus qui pourraient enrichir dans certaines parties du disque les poussières par rapport au gaz. Bon, tout d'abord, si vous êtes dans un disque en état stationnaire, les flux de poussière et les flux du gaz sont les mêmes à tout endroit du disque. Sinon, les disques changeraient de forme parce que les matériels s'accumuleraient à certains endroits et jusqu'à ajuster les flux des matières pour qu'ils soient les mêmes à tout endroit du disque. Donc, appelons les flux FP les flux de poussière et M dot les flux de gaz. Donc, on l'appelle M dot parce que c'est les taux d'accrétion du gaz sur l'étoile qui est mesuré dans les observations et typiquement indiqué par ce graphisme. Donc, la densité des poussières est égale au flux de poussière divisé par 2πr, la vitesse radiale des poussières, et pareillement pour les gaz, la densité du gaz est le flux radial du gaz divisé par 2πr, la vitesse radiale du gaz. Et donc, les rapports de densité poussière sur gaz est égal au rapport de flux fois les rapports l'inversement, les rapports de vitesse, donc vitesse du gaz sur vitesse de la poussière. Donc, allons voir comment ces rapports évoluent dans les disques. On a vu que la vitesse des poussières est donnée par cette formule, donc il y a deux composantes à la dérive des poussières. Il y a une composante qui est proportionnelle au nombre de Stokes des poussières et qui est aussi proportionnelle à eta VK, donc VK la vitesse keplérienne, eta les petits paramètres qui nous dit
de combien la vitesse orbitale du gaz est sous-keplérienne. Et après, il y a un deuxième terme qui n'a pas le nombre de Stokes au numérateur et qui est simplement donné par la vitesse radiale du gaz. Okay. Donc, les petites particules pour lesquelles le nombre de Stokes est négligeable tendent simplement à suivre la vitesse radiale du gaz, mais les particules un peu plus grandes, qui ont un nombre de Stokes de l'ordre de 10-2 par là, ces termes-ci tendent à dominer sur ces termes-là. Donc, si on peut supposer dans les disques que état est constant, donc les disques est toujours sous-keplérien de la même manière, où qu'il soit, donc la même fraction de la vitesse keplérienne, et on peut aussi supposer, sans trop perdre de généralité, que l'auteur du disque est proportionnel à la distance, donc le rapport d'aspect est constant. Donc, si on fait cette supposition-là, on trouve que le nombre de Stokes est égal à 1 sur alpha. Alpha est les paramètres qui nous disent l'intensité et la turbulence. Donc, plus la turbulence est élevée, plus les poussières sont petites et le nombre de Stokes est petit, fois ce terme qui est le rapport entre la vitesse de fragmentation, la vitesse à laquelle les particules rebondissent, donc la vitesse à laquelle l'accrétion de poussière s'arrête, soit par fragmentation, soit par rebondissement. Et on a vu la dernière fois que l'arrêt par rebondissement permet d'expliquer beaucoup mieux les données, sur la vitesse du son dans les disques au carré. Et ce terme-là est proportionnel à la distance à l'étoile. Donc le nombre de Stokes pour un alpha fixé est proportionnel à la distance à l'étoile. Donc plus les poussières vont vers l'étoile, plus leur nombre de Stokes diminue. Pour ce qui concerne la vitesse du gaz, celle-ci est égale à moins 3,5 la viscosité sur la distance. La viscosité, on utilise la paramétrisation alpha que j'ai déjà présentée, et donc on peut réécrire tout ça comme celui-ci, donc c'est proportionnel au facteur alpha, le rapport d'aspect du disque qui est constant, parce que H est proportionnel à R, donc ça c'est une constante, et ça c'est la vitesse keplérienne. Okay. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que ce terme-là, voilà, est proportionnel à R et vitesse keplérienne, et ça c'est la vitesse des poussières, et la vitesse du gaz est proportionnelle à la vitesse keplérienne. Donc si on fait le rapport, on trouve que ce rapport est 1 sur R. Donc ça veut dire que les poussières, dès qu'elles pénètrent vers les disques internes, vu que leur nombre de Stokes diminue, elles freinent, et donc elles ont tendance à s'accumuler. Par exemple, si on prend les rapports poussière sur gaz à 5 unités astronomiques, et on va vers l'intérieur, le rapport poussière sur gaz monte, okay, initialement comme 1 sur R, et après, ça sature. Ça sature pourquoi? Parce que le nombre de Stokes devient suffisamment petit que ce terme-là tombe, n'est plus important, et on est bloqué par la vitesse radiale du gaz, et donc du coup, les rapports de vitesse est constant, et donc les rapports entre les colonnes de densité des poussières et du gaz deviennent constants. Mais comme vous voyez, on peut gagner un facteur 3-4 avec la dérive des poussières, disons entre 5 unités astronomiques et une fraction d'unité astronomique. Malheureusement, on gagne un facteur 3-4 en densité, mais parce que le nombre de Stokes diminue. Et si le nombre de Stokes diminue, ça veut dire que les poussières sont de moins en moins sédimentées sur les plans médians, sont de plus en plus dispersées sur la colonne d'auteur du disque. Donc, finalement, ça ne favorise pas trop la formation des planétésimaux, parce que l'accumulation des poussières intégrées verticalement est contrebalancée par une moindre sédimentation sur les plans médians. Notre mécanisme qui peut élever les rapports poussière sur gaz a lieu aux lignes de condensation. Donc on l'a déjà vu, dans un disque protoplanétaire, la partie interne est plus chaude que la partie externe, et donc les matériaux qui peuvent se solidifier, condenser, donner origine à des poussières ont des natures différentes. Où là, les disques chauds, seulement les matériaux réfractaires comme les silicates condensent, et quand le disque est froid, en plus des silicates, il y a aussi la glace d'eau qui peut condenser. Et dans cette histoire de quelle est la vitesse limite auquel les particules peuvent s'accréter, les expériences de laboratoire tendent à montrer que s'il y a de la glace est un peu plus collante. Donc aussi bien la barrière de rebondissement que la barrière de fragmentation sont à des vitesses plus élevées. Ce qui veut dire qu'en principe, on peut former des poussières plus grandes
au-delà de la ligne des glaces qu'en deçà de la ligne des glaces où les particules sont beaucoup moins collantes. J'avais déjà fait l'analogie, tout le monde joue aux boules de neige, mais personne ne joue aux boules de sable, hein, parce que justement la neige est collante et les sables ne sont pas collants. Donc on peut imaginer que dans la partie externe du disque, nos particules de poussière soient relativement grandes, peut-être en centimètres, et soient formées par des petites particules de silicate mises ensemble voilà, dans une matrice de glace. Et donc, quand vous avez, si c'est la vraie nature des particules dans les disques froids, quand ces particules-là migrent vers l'intérieur, à un moment donné, arrivent à la ligne des silicates, qu'est-ce qui se passe? La température devient élevée, donc la glace sublime. Donc, on a deux choses qui se passent. On perd une partie de la masse qui devient vapeur, et aussi les petits grains silicatés sont relâchés parce que la matrice qui les tenait ensemble va sublimer. Donc, on forme un nuage de vapeur d'eau, parce que la glace est devenue vapeur d'eau. Et juste à l'intérieur la ligne des glaces. Donc le disque là est enrichi en eau, mais enrichi en vapeur d'eau, pas en poussière. Et si vous avez un enrichissement en gaz ici, par diffusion, les gaz tendent à s'étaler, et donc une partie de ces vapeurs d'eau se diffuse vers l'intérieur, mais une partie diffuse aussi vers l'extérieur. Et la vapeur d'eau qui diffuse vers l'extérieur retraverse la ligne des glaces et qu'est-ce qu'il fait? Recondense, bien sûr, parce qu'on est au-delà de la ligne des glaces et la vapeur d'eau ne peut pas subsister, va redonner des grains de glace. Et donc, par ces mécanismes, vous avez une accumulation des matières, essentiellement une accumulation des glaces, juste au-delà de la ligne des glaces par évaporation, diffusion et recondensation. Et là, ça peut créer localement une accumulation, donc une augmentation du rapport poussière sur glace. À l'intérieur de la ligne des glaces, vous n'avez plus que les petites particules silicatées. Vu qu'elles sont petites, elles ont un nombre de Stokes plus petit, donc elles ont une vitesse des radiales plus petite. Et encore une fois, si vous ralentissez la vitesse radiale, vous avez, par conservation du flux, une augmentation de la densité. Et donc, vous avez aussi, à l'intérieur de la ligne des glaces, une augmentation de la densité des particules silicatées. Mais encore une fois, c'est au détriment du nombre de Stokes qui devient petit, et donc vous avez plus de matière, mais moins sédimentée sur les plans médians. Donc ce n'est pas évident qu'à l'intérieur de la ligne des glaces, on arrive à faire des planétésimaux, parce qu'on a plus de matière, mais moins sédimentée, mais à l'extérieur de la ligne des glaces, avec le processus de recondensation de la vapeur, on augmente la densité des particules solides sans devoir diminuer leur nombre de Stokes. Notre mécanisme pour augmenter la densité des particules est si jamais il y a des modulations dans la force de pression. Alors, dans un disque, on a vu la pression typiquement, sauf si on est dans un anneau, est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc les gradients de pression, voilà, donc la pression est plutôt une fonction décroissante. Donc les gradients de pression est négatif et la force due au gradient de pression est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur. Si jamais la pression a un peu une bosse, sans inverser de signe, donc sans faire un anneau qui bloque les poussières, vous avez une réduction de état. Donc les disques deviennent moins sous-keplériens. Et si les disques deviennent moins sous-keplériens, la vitesse des particules freine parce que l'état devient plus petit, tout en étant les nombres de Stokes les mêmes. Et donc, encore une fois, par conservation du flux, si vous avez un ralentissement de la vitesse radiale, vous avez une augmentation de la colonne de densité des poussières. Et donc là, vous pouvez effectivement enrichir vos disques de poussière. Et vu que vous n'avez pas touché au nombre de Stokes, cette fois, la sédimentation est la même. Donc, vous avez un vrai gain dans la densité des poussières, même sur les plans médians. Mais bon, on ne sait pas trop quand et où ce type de corrugation, disons, perturbation de la fonction de pression ont lieu dans les disques. Et un dernier mécanisme d'accumulation des solides a une caractéristique différente. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant sont des mécanismes qui accumulent les poussières à un endroit donné du disque, indépendamment de l'azimut, donc sur un anneau. Mais il y a un quatrième mécanisme pour accumuler les poussières qui est dû à la turbulence. Et ça, c'est un mécanisme qui accumule les poussières localement. Donc, si vous avez un disque turbulent, et là, vous avez les différents tourbillons en couleur rose et bleu, vos poussières peuvent soit s'accumuler dans les interstices entre les tourbillons,
C'est le cas que vous avez ici dans cette figure, et parfois on peut avoir une certaine densité, soit au centre du tourbillon. Ça dépend du rapport entre leur nombre de Stokes et la vitesse, la période de rotation des tourbillons. Mais donc, localement, vous pouvez avoir des grandes concentrations de poussière, pas sur tout un anneau, mais localement dans certaines structures turbulentes. Voilà, donc en gardant ça à l'esprit, tout ça à l'esprit, en gardant tout ce qu'on a raconté, donc comment les planétésimaux se forment, le cours passé et les différentes contraintes fournies par les météorites dans tous les cours avant, donc on va essayer de comprendre où est-ce qu'on peut former les planétésimaux, comprendre la dichotomie, etc. Et dans un premier temps, on cherche à éviter l'hypothèse qu'il existe des maxima de pression dans les disques, sinon c'est trop facile. Mais ce serait aussi une hypothèse ad hoc, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce que ces maxima de pression se forment au départ, et surtout, dans les disques jeunes, devraient être très turbulents, donc c'est difficile qu'il y ait des maxima de pression quand la turbulence dans les disques est encore très élevée, alors qu'ils peuvent émerger par magnéto-hydrodynamique non idéale, comme on l'a vu, quand la viscosité dans les disques s'estompe. Donc on a vu dans notre cours, c'était quoi, le cours numéro 3, que les disques commencent à se former autour de la protétoile, très petits, et ils s'étalent, une expansion assez rapide. Là, vous avez les rayons du disque en fonction du temps en années, donc c'est vraiment des années, pas des milliers d'années ou des millions d'années. Et vous voyez que les disques démarrent très petits, c'est fait pratiquement partie de l'étoile, et peut s'étaler vers une unité astronomique en 2 ans et continuer son expansion radiale. Donc, inspiré par cette simulation que Adnan Ahmad nous avait présentée, donc on peut imaginer un modèle de ce type où on a la protétoile avec son disque très, très petit, et les gaz qui tombent de la nuage moléculaire tombent à proximité de l'étoile à une distance qu'on appelle RC, donc c'est les centrifugal radius, c'est les rayons qui correspondent au moment cinétique du gaz qui tombe vers l'étoile. Donc les gaz tombent à proximité de l'étoile, le disque est très compact, les disques extrêmement visqueux parce que ces gaz qui tombent sur les disques créent beaucoup de stress sur les disques, donc ils sont l'équivalent de viscosité. Donc qu'est-ce qui fait? Les gaz s'étalent, comme on l'a vu dans les simulations. Donc un grand étalement radial du disque, ce qu'il nous faut pour transporter les CAI vers l'extérieur. Mais ensuite, les flux du gaz qui tombe vers l'étoile doit diminuer, parce qu'à la fin, doit bien s'arrêter. Donc on peut imaginer que ce flux de matière sur les disques décline exponentiellement avec un temps caractéristique tau. Et il est raisonnable de supposer que la viscosité du coup décline de la même manière, parce que les moteurs, ce qui génère la viscosité dans les disques, est vraiment la chute du gaz sur les disques qui crée des stress sur les disques qui se traduisent en turbulence et viscosité. Donc, à fur et à mesure que le temps passe, la quantité de gaz qui tombe sur les disques diminue, donc la viscosité du gaz diminue pour aller vers des valeurs vraiment petites. Donc l'étalement, ceci a plusieurs effets. L'étalement radial du disque ralentit, les disques se refroidissent parce que c'est la viscosité qui donne la chaleur au disque, et donc pas seulement la température diminue, mais aussi l'épaisseur du disque devient plus fin, donc les disques deviennent plus fins. Et en continuant à diminuer les flux du gaz, tôt ou tard, les disques évoluent vers un disque d'accrétion. Donc ça veut dire que les gaz qui qu'au début évoluent vers l'extérieur, de l'étoile vers l'extérieur, inversent son mouvement, et on a un disque d'accrétion où les gaz vont de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on peut le voir, mis en simulation numérique. Donc ici, on prend un cas où les temps caractéristiques du flux de matière sur l'étoile est 100 000 ans, et la viscosité initialement est assez forte, 0,01, mais décline avec cette exponentielle. Donc on a très vite, en 1000 ans, un disque qui est de quelques unités astronomiques. Là, vous avez la distance radiale, les temps, et ici, vous avez la densité du gaz. Donc vous avez un tout petit disque de quelques unités astronomiques seulement. Okay. Et en bas, vous avez la vitesse du gaz. Quand elle est positive, la courbe est solide.
et quand donc, le disque est en train d'être en expansion, et quand elle est négative, elle est pointillée, et les gaz sont en train d'aller vers l'étoile. Donc vous voyez qu'il y a un changement de vitesse là où les gaz tombent. Dans ce modèle, les gaz tombent à peu près à une demi-unité astronomique. Donc les gaz sont en expansion au-delà et va vers l'étoile en deçà du point de chute du gaz du nuage. Donc voyons qu'est-ce qui se passe dans l'évolution. Donc voilà, très rapidement, les disques continuent à s'étaler et donc on peut atteindre plusieurs dizaines, voire une centaine d'unités astronomiques de taille, et pendant qu'ils s'étalent, la densité dans la partie interne diminue. Avant on était là, donc en train de diminuer. La vitesse reste légèrement positive, mais comme je disais, l'expansion s'estompe, donc pratiquement la vitesse est zéro, et si on continue la simulation au-delà de 200 000 ans, tous les disques deviennent disques d'accrétion avec une vitesse négative. Alors, ce mouvement du gaz vers l'extérieur d'abord, vers l'intérieur après, est lié à l'évolution chimique des particules, des objets. Donc, je vous avais présenté déjà au cours numéro 3 la séquence de condensation, le séminaire après va la reprendre. Et donc, on avait vu que quand le gaz est très chaud, disons au-dessus de 1800 degrés, tout est en vapeur. Mais quand la température commence à descendre en dessous de 1800 degrés, il y a des minéraux qui commencent à condenser. Et à un moment donné, si les disques refroidissent suffisamment, on sort de la séquence de condensation. Et donc les CAI sont des grains qui sont sortis de la séquence de condensation, ont arrêté d'évoluer quand les disques étaient vers 1450 degrés. Et il y a d'autres grains qui ont été en équilibre avec les disques jusqu'à peu près 1350 degrés. C'est les AOA, les olivines en forme amoeboïdale. Et il y a d'autres grains qui continuent à être en équilibre avec les gaz à température plus basse. Et donc, ils acquièrent toute la chimie du disque, qui est la fameuse composition CI. Alors, avec l'expansion du disque, évidemment, la température diminue. Et donc, on va balayer cette séquence des condensations. Donc ici, vous avez un modèle fait il y a 7 ans par Pignatal, Charnoz, fera séminaire tout à l'heure, et d'autres personnes. Donc, dans leur modèle, ces rayons centrifuges où la matière tombe du nuage vers les disques augmentent avec les temps. Donc là, vous avez les temps. Donc ici, c'est là où la matière tombe. Et les gaz, comme on l'a vu tout à l'heure dans la simulation, a tendance à avoir une vitesse négative, donc d'aller vers l'étoile en deçà de ce rayon centrifuge et s'étaler, donc aller à une vitesse positive, donc aller loin de l'étoile, au-delà du rayon centrifuge. Donc ces rayons centrifuges, c'est une sorte de barrière, de crête, donc, ou des partages du gaz, et en dessous, vous avez les gaz qui vont vers l'étoile, comme indice d'accrétion, et au-delà, vous avez les gaz qui s'étalent, par contre, et donc vous avez un disque en expansion. Et d'ailleurs, les bords internes du disque, vous voyez, continuent à croître. Pendant cette évolution, la température change. Et ça, on peut le voir sur ces lignes. Donc, ces lignes sont les lignes de condensation, là où la température est ce qu'il faut pour faire condenser un certain minéral. Donc la courbe rouge correspond à la condensation des CAI. La courbe orange correspond à la condensation des silicates, les AOA par exemple. La courbe bleue correspond à la snowline, la condensation de la glace. Et vous voyez qu'au départ, on est dans les premières dizaines de milliers d'années, vous avez que ces lignes vont à l'extérieur. S'ils vont à l'extérieur, ça veut dire que les disques chauffent. Donc, à un endroit donné, la température, à une distance donnée, la température est en train d'augmenter. Avant, on était en deçà de la ligne de CAI, après, on est au-delà, etc. Donc, jusqu'à quand les lignes de condensation montent en distance, ça veut dire que le disque est en train de s'échauffer. Mais à un moment donné, il s'arrête, parce que les disques ne chauffent plus, restent chauds, et après, les disques commencent à refroidir. Et donc, les courbes, les lignes de condensation rentrent toutes vers l'étoile. Alors, la formation des CAI, par exemple, a lieu quand les gaz sont en expansion vers l'extérieur et ils passent de la partie plus chaude à la partie moins chaude par rapport à la ligne de condensation des CAI. Donc là, vous avez un gaz très chaud qui s'étale, traverse la ligne de condensation, donc refroidit, et là, il condense en forme de CAI.
Pareillement, ici, quand les gaz s'étalent, elles traversent la ligne, la snow line, et donc la vapeur d'eau condense en forme de grains de glace. Mais quand les rayons centrifuges passent au-delà de la ligne de condensation, c'est l'inverse. Parce que là, maintenant, les gaz se déplacent vers l'intérieur. Donc là, vous avez un gaz froid, avec ces poussières couplées avec les gaz, qui va vers l'intérieur. Donc vous passez d'une température plus faible à une température plus forte. Donc vous n'êtes pas en condensation, vous êtes en évaporation. Donc la condensation des CAI s'arrête de façon naturelle dans ces modèles vers les 50 000 ans quand vous avez ces croisements. Et la condensation de la glace s'arrête dans ces modèles quand vous avez cet autre croisement. Bon, là, il faut extrapoler un peu la courbe, mais c'est de l'ordre de 220 000 ans. Voilà. Après, c'est le mouvement inverse. On ne parle plus de condensation, on ne parle plus que de sublimation. Je fais avec Raphaël Marchal, que je vous avais présenté l'année passée lors d'un séminaire sur la mission Lucie, aussi un modèle un peu semblable à celui des Pignatal, Charnot et Tal, avec une seule différence dont nous, on suppose que les rayons centrifuges ne s'étalent pas. Donc, alors qu'auparavant, on pensait que les rayons centrifuges devenaient très grands, même 10 unités astronomiques avec le temps, on a des raisons pour penser, et la dichotomie isotopique nous suggère vraiment que les gaz continuent à tomber à proximité de l'étoile. Donc on l'a fixé, ces rayons centrifuges, c'est une hypothèse du modèle, hein, voir si le modèle peut expliquer les choses mieux ou moins bien que les autres. Et donc là, vous avez cette ligne de crête où le gaz va soit vers l'intérieur, vers l'étoile si on est à l'intérieur, soit vers l'extérieur, qui reste à peu près au même endroit. Ici, vous avez les fameuses lignes de condensation, la ligne des réfractaires, donc la ligne des CAI, la ligne des silicates, la ligne des glaces. Okay. Et donc, on a, comme tout à l'heure, formation des CAI. Les couleurs ici vous montrent la fraction des matériaux réfractaires qui est sous forme des CAI. Ben, les CAI se forment jusqu'à quand la ligne de condensation des CAI est à l'extérieur de cette ligne centrifuge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a une production des CAI dans ces modèles sur les premiers un peu moins de 200 000 ans. Et vu que les CAI se forment quand les gaz sont en train de se déplacer vers l'extérieur, les CAI sont entraînés vers l'extérieur, vont dans les disques externes, ça c'est bien ce qu'il faut pour transporter les CAI, pour les retrouver plus tard dans les chondrites carbonées, et vous voyez que le disque devient envahi par les CAI jusqu'à des distances de quelques dizaines d'unités astronomiques. Mais ensuite, les CAI s'agrègent avec le reste de la poussière, et la poussière grandit, le disque est moins en expansion rapide, donc la poussière commence à rentrer. Donc vous avez que les CAI, après avoir été essoufflés et poussés plus loin, vont rentrer à nouveau dans la partie interne par migration vers l'étoile. Et ça, c'est pas bon, parce qu'on sait que dans les chondrites non carbonées, comme les chondrites ordinaires, les chondrites en statite, il y a des CAI, mais sont très très rares, et les volumes 0,01% de la météorite. Donc il faut qu'à un moment donné, ces retours de poussière vers l'étoile s'arrêtent, sans doute parce qu'il doit y avoir un maximum de pression qui se forme quelque part et qui bloque ces reflux de poussière. Et selon ces modèles, donc, ce maximum de pression doit s'installer vers les 300-350 000 ans. Donc, qu'est-ce que fait la poussière en général? Donc, je vous remontre la même simulation que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu que l'évolution de la densité du gaz, qui était la courbe mauve. Là, on va voir l'évolution des poussières, donc qui est la courbe orange. On a multiplié les poussières d'un facteur 100, parce qu'il y a ce facteur 100 entre la densité des gaz et la densité des poussières. Si on ne les fait pas, les poussières sont écrasées plus bas. On ne voit pas trop la comparaison. Donc, faisons évoluer les disques. Donc, voilà, on a que les poussières suivent les gaz dans cet étalement radial, mais en même temps, elles commencent à grossir, et donc elles ont tendance à migrer vers l'intérieur, et donc elles se détachent du bord du disque. Donc le disque, à la fin, devient pur gaz. Les poussières n'arrivent pas jusqu'au bord externe du gaz. Et ça, en fait, est observé dans les disques protoplanétaires. Typiquement, les rayons de poussière d'un disque protoplanétaire est à la moitié que le rayon en gaz. Quand on mesure les diamètres d'un disque en regardant les poussières, en regardant les gaz, on trouve à peu près un facteur 2.
Et donc, voilà, avec le grossissement des poussières, les poussières ne suivent plus les profils du gaz. Il y a des endroits où on a des déplétions. Hein. Vous avez la courbe orange qui s'est détachée, la courbe mauve. Mais il y a des endroits où, en fait, on est enrichi des poussières par rapport au gaz. La courbe orange est passée au-dessus de la courbe mauve. Alors, qu'est-ce qu'a donné ces enrichissements? C'est ce que je décrivais tout à l'heure, ces lignes de condensation. En ligne de condensation, quand les poussières les traversent de l'extérieur vers l'intérieur, il y a une évaporation. L'évaporation est suivie par une diffusion de la vapeur et une recondensation. Et ça marche aussi bien pour l'eau et partiellement aussi pour les lignes des silicates. Et donc, si vous regardez à nouveau l'animation, suivez ce qui se passe à la courbe orange sur ces deux lignes. Donc, les lignes se déplacent parce que le disque initialement chauffe. Vous voyez une très belle accumulation des poussières à la ligne des glaces et une certaine accumulation moindre à la ligne des silicates. Mais ce sont donc les deux endroits privilégiés où on peut avoir ces grands rapports poussière, voilà, poussière sur gaz à ces deux endroits. Donc, si on regarde à quel moment on peut faire des planétésimaux, donc la théorie de l'instabilité gravitationnelle nous dit qu'on peut commencer à développer l'instabilité des courants quand les rapports sur les plans médians poussière sur gaz est 1. Okay? Donc, il faut regarder pas seulement les rapports des colonnes de densité entre les poussières et les gaz, mais aussi la sédimentation des poussières pour calculer les rapports sur les plans médians. Et donc là, encore, on a ce type de diagramme, donc la distance à l'étoile, les temps, vous avez les rayons centrifuges, les lignes de condensation des CAI, des silicates et de la ligne des glaces. Les couleurs montrent les rapports poussière sur gaz sur les plans médians. Et quand ce rapport dépasse 1, on dit qu'il y aura une instabilité courant et donc une formation des planétésimaux. Et donc on trouve qu'on forme des planétésimaux sur la ligne des glaces, tout au long de l'évolution du disque. Et sur la ligne des silicates, c'est moindre l'effet. Et donc, on arrive à former des planétésimaux juste à un moment donné, quand il y a juste l'enrichissement qu'il faut, pile poil, au-dessus des 1. Donc, ces modèles prédiraient une formation plus ou moins continue des planétésimaux, une grande quantité de planétésimaux qui se forment à la ligne des glaces, et juste une impulsion de formation des planétésimaux à la ligne des silicates. Et ce histogramme vous montre la quantité des matières, des planétésimaux produits. Donc tout ça, c'est des planétésimaux produits à la ligne des glaces à différents temps, donc parce que ça continue, ça part à 100 000 ans et ça continue jusqu'à un demi-million d'années. Et entre-temps, la ligne des glaces se déplace parce que les disques sont en train de refroidir. À la ligne des silicates, on a juste une impulsion, une formation à 400 000 ans. Voilà, et seulement quelques masses terrestres des planétésimaux qui se forment là, et plusieurs dizaines de masses terrestres des planétésimaux qui se forment à la ligne des glaces. Voilà, et donc ça pourrait devenir les sites privilégiés pour la formation des planètes telluriques et la formation des noyaux des planètes géantes, par exemple. Alors, on a vu que dans notre système solaire, donc les météorites sont caractérisées par cette dichotomie isotopique. Les dichotomies isotopiques, on l'a expliqué dans les cours 6, par un changement des propriétés isotopiques du gaz qui tombe sur les disques du nuage protostellaire. Donc, initialement, les gaz qui tombent et qui forment les disques doivent avoir les propriétés isotopiques des CAI, et donc ces disques s'étalent. Mais ensuite, les nouveaux gaz qui arrivent un peu plus tard doivent être un peu déplétés en isotopes stables produits dans les supernovae. Et donc, c'est ce qui caractérise les propriétés isotopiques de la matière non carbonée. Donc, est-ce qu'on peut mettre ces scénarios en musique avec ce que je vous expliquais auparavant? Ben oui, donc c'est toujours le même type de diagramme, donc distance héliocentrique et temps. Donc ici, on suppose que les premières matières qui tombent sur les disques pendant les premiers 10 ou 20 000 ans a la composition isotopique des CAI. Donc tout ce qui est ces couleurs vert foncé a la composition isotopique du CAI. Et après, on suppose, c'est une supposition du modèle, que d'un coup, on a un switch, commence à arriver sur les disques de la matière
qui, elle, est dépeuplée en éléments, en isotopes produits dans les supernovae, et donc a les caractéristiques isotopiques de la matière qu'on appelle non carbonée. Et donc, cette échelle en couleur vous dit quelle fraction de la matière que vous avez a les propriétés des CAI ou les propriétés de la matière NC. Donc, vous savez que dès que la matière NC arrive, le disque interne devient entièrement NC, le disque externe reste complètement semblable au CAI, et au milieu, il y a une sorte de mélange de deux courants, et donc vous avez des compositions intermédiaires. On a vu que notre modèle forme des planétésimaux là et là, donc sur la ligne des glaces, sur la ligne des silicates, sur la ligne des glaces sur un intervalle de temps, sur la ligne des silicates beaucoup plus concentré. Et là, ce que vous devez regarder, les couleurs qui caractérisent les disques là et quand les planétésimaux se forment. Donc on a que quand les planétésimaux se forment, la ligne des glaces, la couleur est plutôt blanche, donc on a à peu près des propriétés isotopiques qui sont à mi-chemin entre les propriétés des CAI et les propriétés NC, donc des chondrites non carbonés, et ça c'est exactement ce qu'on voit dans les chondrites carbonés, qui sont intermédiaires entre les chondrites non carbonés et les chondrites carbonés. Et les autres planétésimaux qui se forment à la ligne des silicates, eux, sont beaucoup plus enrichis en matière non carbonée. Donc, effectivement, ils ont des propriétés isotopiques différentes des propriétés isotopiques de la matière carbonée. Donc, on arrive à expliquer une dichotomie isotopique. On part d'un disque qui n'a pas de dichotomie, il y a juste un gradient. Si vous prenez un temps donné, et vous regardez par rapport à la distance, vous avez toutes les gradations des NC à CAI-like en vous les éloignant de l'étoile. Donc on a un disque qui n'a que de gradients, mais le fait qu'on forme des planétésimaux à deux endroits bien spécifiques, les deux lignes de condensation, traduit ces gradients dans une dichotomie. Et c'est comme ça qu'on pense, on propose que la dichotomie commence au niveau des premiers planétésimaux, les planétésimaux qui se forment dans les premières centaines de milliers d'années. Après, évidemment, cette matière du disque externe va réenvahir les disques internes, et donc au moment de la formation des chondrites, qui est plus tard qu'un million d'années, tout devrait rassembler à vos CAI, du point de vue isotopique, or ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, il faut postuler que vers les 300-400 000 ans, il y a une barrière qui se forme, la fameuse barrière de Jupiter, même si elle n'est pas due à Jupiter, elle est due à quelque chose d'autre, mais c'est comme ça que les cosmochimistes l'appellent, et qui empêche toute cette matière du disque externe d'envahir les disques internes, comme il l'aurait fait si la barrière n'était pas née. Sans barrière, sans institution de la barrière, évidemment, on ne peut pas expliquer la dichotomie isotopique au niveau des chondrites, on peut peut-être l'expliquer au niveau des corps parents des météorites de fer qui se forment très tôt, mais pas au niveau des chondrites. Donc, maintenir la dichotomie isotopique nécessite vraiment établir cette barrière de Jupiter relativement tôt, vers les 300 000 ans. Donc, vous direz, bon, voilà, ça c'est un bon modèle, un peu compliqué, mais finalement, ça explique un peu ce qu'on a vu. D'ailleurs, ça a été publié dans Nature Astronomy, donc c'est pas mal. Mais maintenant, je vais vous le détruire. Okay, parce que c'est comme ça que la science avance. Et c'est bien quand vous détruisez votre propre modèle, plutôt que ce soit les collègues qui détruisent votre modèle. Là, vous vous sentez plus mal. Donc, voilà. Donc, faisons l'autocritique et regardons tout ce que ces modèles n'expliquent pas. Donc, ils n'expliquent pas deux choses. Tout d'abord, il n'explique pas pourquoi dans les météorites non carbonées, les météorites non carbonées n'ont pas toutes les mêmes propriétés isotopiques. Il y a quand même, couvre les différents objets un intervalle des propriétés isotopiques, là c'est les chromes et les titanes, considérable quand même. Okay. Et donc ça veut dire, vu qu'il y a des changements isotopiques entre les objets, que les objets non carbonés ne peuvent pas s'être formés tous au même temps et au même endroit comme dans notre modèle. Dans notre modèle, ils se forment tous à la ligne des silicates et au même temps. Donc, ils devraient avoir les mêmes propriétés isotopiques. Or, même parmi les premiers planétésimaux, les achondrites, c'est tous les symboles pleins. Regardons pas les chondrites qui sont les symboles ouverts, mais les achondrites, vous voyez que il y a un bel intervalle de propriétés isotopiques, donc forcément, ils ne sont pas formés tous au même endroit en même temps. C'est inévitable. Et donc, voilà, comment expliquer qu'il y ait une évolution des valeurs? Alors, on a vu tout à l'heure, si vous vous mettez à un endroit donné et vous regardez en fonction du temps,
vous avez qu'au départ, les disques ont les propriétés isotopiques des CAI, puis il devient très fortement NC, marron foncé, et puis graduellement, il évolue vers les marrons clairs, les blancs, et à nouveau vers les verts, donc il réévolue vers les propriétés des CAI et des chondrites carbonés. Donc on pourrait se dire que cet intervalle des valeurs isotopiques pourrait être dû à une évolution temporelle du disque. Donc l'évolution temporelle pourrait être dans ces sens-là. Donc ici, il y a des objets qui sont très tôt, donc sont encore les disques qui est un peu dominé par les CAI, et ça, c'est les objets qui sont un peu plus tard, et donc il y a l'arrivée de la matière non carbonée, et donc sont tirés, leurs propriétés isotopiques sont tirées plus loin des chondrites carbonés et des CAI. Mais on pourrait avoir aussi l'évolution inverse, parce que les disques, au départ, est comme les CAI, puis arrive la matière NC, et puis il y a ce mélange entre la matière NC et la matière carbonée, et donc plus tard, l'évolution est dans l'autre sens. On va vers des objets qui sont plus purs NC, vers des objets qui sont plus mélangés NC, CAI, donc NC, CC. Et d'une manière ou d'une autre, qu'il soit ce type d'évolution temporelle ou ce type d'évolution temporelle, ça veut dire que les planétésimaux NC doivent se former à des temps différents, pas tous au même temps, comme dans notre modèle. Alors on a essayé de voir comment on pouvait comprendre une formation qui perdure un peu plus dans les temps, et on est tombé sur un résultat d'expérience de laboratoire qui montre que quand les silicates commencent à s'approcher à la ligne de sublimation, commencent à fondre, et il devient aussi plus collant. Donc ça, c'est l'énergie des liaisons entre grains silicatés en fonction de leur température. Leur sublimation a lieu à peu près à 1400 degrés Kelvin, et vous voyez que bon, quand les grains sont froids, ils ne collent vraiment pas. Donc leur énergie des liaisons est très faible, mais quand les grains commencent à chauffer, approcher la sublimation, ils peuvent coller beaucoup plus. Et donc, s'ils peuvent coller beaucoup plus, peut-être la vitesse relative à laquelle l'accrétion s'arrête, soit par rebondissement, soit par fragmentation, augmente. Et donc, on a essayé de voir ce qui se passe dans les modèles. Donc ça, c'est les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure, où la vitesse, les particules continuent à grandir jusqu'à quand leur vitesse relative est 1 mètre par seconde. Après, ils commencent à rebondir ou se fragmenter. Et donc, et là, vous formez les planétésimaux sur la ligne des silicates seulement dans un intervalle de temps très très court. Et on l'a augmenté vers 10 mètres par seconde. Donc là, les poussières peuvent grandir jusqu'à quand leur vitesse relative devient 10 mètres par seconde. Et là, vous avez une formation des planétésimaux, la ligne des silicates, qui maintenant couvre un intervalle de temps qui est beaucoup plus étendu, entre 100 000 ans et 500 000 ans. Donc, on obtient effectivement une accrétion sur plus de temps, et si en traitant les disques en train d'évoluer isotopiquement, comme je vous ai montré tout à l'heure, peut-être on peut comprendre ces gradients des propriétés isotopiques du titane, du chrome, des isotopes du groupe du fer que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a un autre os. L'os est que quand on regarde les météorites non carbonés, quoi qu'on soit les éléments qu'on considère, on prend toujours une paire d'éléments qui montrent des anomalies nucléosynthétiques. Vous pouvez prendre n'importe quelle paire d'éléments, les objets non carbonés tombent toujours sur une ligne. Donc il y a une corrélation entre un élément et l'autre. Et ce qui est troublant, je l'avais déjà dit au cours 6, est que ceci est vrai même quand on prend deux anomalies nucléosynthétiques qui sont dues à des processus stellaires différents. Les chromes, comme tous les éléments du groupe du fer, a une anomalie isotopique qui est liée à la production de certains isotopes dans les supernovae. Mais les molybdène, lui, il a une anomalie isotopique qui est produite dans les processus S, là où on bombarde lentement des neutrons les atomes, qui, eux, celui-là a lieu dans les enveloppes des étoiles évoluées, qui n'explosent pas comme supernovae. Donc, comment c'est possible que des anomalies isotopiques qui sont issues des processus astrophysiques différents
soient corrélés. C'est assez bluffant. Et donc, il faut essayer d'expliquer cela. Voilà, comment corréler des processus indépendants. Alors, bon, voilà, là, on rentre vraiment dans la partie spéculative du cours. On a déjà un peu spéculé sur les temps d'accrétion et les temps de formation, etc. Là, on va vraiment vers les spéculations. Quand on avait parlé de l'origine de l'hétérogénéité isotopique, je vous avais dit qu'une des hypothèses est que la matière soit fractionnée par réchauffement. Et donc, il y a certains porteurs de l'anomalie isotopique qui sont détruits quand les grains passent d'un disque plus froid vers un disque plus chaud. Mais j'avais écarté cette hypothèse parce que dans les groupes du fer, donc qui va du chrome au zinc, on voit les mêmes anomalies isotopiques alors que ces éléments ont des propriétés, des températures de condensation très différentes. Le chrome est très réfractaire, le zinc est très volatile, pourtant c'était la même chose, donc c'était ce qui nous avait induit à exclure ces types de processus pour expliquer la dichotomie isotopique dans les éléments du groupe du fer. Mais pour les anomalies isotopiques portées par les processus S, ce type d'interprétation est valable, pourrait être valable. Et la raison est que l'anomalie isotopique produite par les processus S, donc dans les étoiles évoluées, est clairement identifiée, est portée par des grains interstellaires qui sont des carbures de silicium. On les voit dans les météorites. Donc, et ces grains de carbures de silicium, donc le porteur de l'anomalie S, sont très réfractaires. Donc je vous rappelle ce qui se passe dans ce type de scénario. Donc vous avez dans les disques froids des grains porteurs d'anomalies qui sont très réfractaires, comme les carbures de silicium, et vous avez d'autres grains moins réfractaires qui, eux, sont normaux, donc ne sont pas affectés par l'anomalie isotopique. Alors, ces grains ont tendance à migrer vers l'étoile, donc du disque plus froid vers les disques plus chauds. Et en migrant, donc, quand les grains des carbures de silicium migrent, lui, il est très réfractaire, donc même si les disques deviennent chauds, il continue à exister. Alors que les autres grains, qui sont moins réfractaires, quand ils arrivent dans un disque suffisamment chaud, ils évaporent. Donc, un planétésimal qui est formé dans un disque plus froid accrète à la fois les carbures de silicium porteurs d'anomalies et les grains moins réfractaires qui ne sont pas porteurs d'anomalies. Donc, mon planétésimal sera peu affecté par l'anomalie parce que l'anomalie isotopique portée par les carbures de silicium est diluée dans les autres grains qui ne sont pas porteurs de l'anomalie. Mais quand je forme un planétésimal dans la partie interne du disque, mes grains moins réfractaires qui ne sont pas affectés par l'anomalie ont évaporé, donc pas accrétables. Et la seule chose que je peux accréter, c'est les grains plus réfractaires, dont mes carbures de silicium. Donc j'aurai une plus grande prépondérance des carbures de silicium par rapport au reste de la matière accrétée qui est dans les planétésimaux qui se forment dans un disque plus froid. Et donc là, les planétésimaux seront très affectés par l'anomalie. Donc les gradients thermiques du disque deviennent un gradient d'anomalie isotopique du processus S. Donc, reprenons notre corrélation. Donc, il faut arriver à expliquer cette corrélation tout en sachant que ces deux anomalies isotopiques sont produites par d'autres éléments. Donc, si c'est vrai ce que je vous ai dit, donc ici, on a pour les molybdènes un enrichissement en processus S quand on va de la droite vers la gauche. Okay. Donc, si c'est dû à ces processing thermiques, ça veut dire que ces objets-là se sont formés dans un disque plus froid et ces objets-là se sont formés dans un disque plus chaud. Mais on veut les corréler avec l'anomalie isotopique du chrome. Et l'anomalie isotopique du... Bon, déjà, ça implique que pas tous les planétésimaux ne se forment à la ligne des silicates. Parce que si les planétésimaux se forment seulement à la ligne des silicates, c'est toujours la même température. Et donc, on ne peut pas avoir des objets qui se forment dans un environnement plus froid et d'autres plus chaud. Parce que la température est fixe à la ligne des silicates, 1400 degrés. Donc, clairement, cette observation nous dit, mon gars, les planétésimaux ne se forment pas que à la ligne des silicates. Bon, alors, autant pour moi. Et maintenant, il faut les corréler avec l'anomalie isotopique du chrome. L'anomalie isotopique du chrome, on a dit, ça peut être lié à une évolution temporelle. Un disque qui est initialement plus CAI-like et qui devient plus NC. Si c'est le cas, bon, voilà, la corrélation veut dire que ça, c'est les objets qui se forment plus tôt, ça, c'est les objets qui se forment plus tard. Donc, on a des objets plus chauds qui se forment plus tôt et plus chauds, et des objets qui se forment plus tard et plus froids.
Alors, quelque chose qui est plus chaud et plus tôt, et plus tard et plus froid, ça peut suggérer un disque qui refroidit. Donc on est à un endroit du disque, le disque refroidit, les premiers objets que je forme, les disques encore chauds, donc se forment dans un environnement chaud, donc sont très enrichis en processus S, et des objets que je forme plus tard, les disques entre-temps ont refroidi, le disque est plus froid, donc les objets sont moins enrichis en processus S. Mais on a vu aussi que ça peut être la corrélation inverse. Donc ces gradients en chrome ou en titane, un élément du groupe du fer, pourraient être dus au fait que ces objets-là se forment plus tôt, après la grande arrivée de la matière NC, et ces objets ici se forment un peu plus tard, quand la matière carbonée a commencé à refluer vers les disques internes. Dans ces cas-là, notre corrélation voudrait impliquer que ces objets-là qui se forment dans un disque plus chaud se forment plus tard, et ces objets ici qui se forment dans un disque plus froid se forment plus tôt. Donc l'interprétation serait que l'accrétion démarre pas à la ligne des glaces, mais au-delà de la ligne pas la ligne des silicates, mais au-delà de la ligne des silicates, et progresse dans les temps vers la ligne des silicates. Donc initialement, on est loin de la ligne des silicates, dans un disque froid, et après la formation progresse vers la ligne des silicates, donc vers un environnement de plus en plus chaud, mais on arrive à la ligne des silicates plus tard, et entre-temps, la matière carbonée est descendue pour altérer ces rapports isotopiques-là. Une observation supplémentaire concernant ces premiers planétésimaux non carbonés est que la plupart d'entre eux sont donc issus des corps parents qui sont relativement oxydés. Alors, les objets non carbonés, c'est tous ces objets-là qu'on a en rouge, il y en a en fait de deux sortes. Il y a quelques objets qui sont très réduits, donc ont très peu d'oxygène libre. Le fer se trouve sous forme métallique et pas sous forme oxydée, comme les chondrites en statite et les aubrites. Mais la plupart des autres corps différenciés, qu'ils soient corps parents des météorites de fer ou achondrites, a une oxydation qui est beaucoup plus grande, et l'oxydation est montrée sur cette échelle. Donc si vous êtes à gauche, c'est plus réduit, si vous êtes à droite, c'est plus oxydé. Et si on regarde ces propriétés d'oxydation et on les corrèle aux propriétés isotopiques, on trouve que les objets les plus réduits, comme les aubrites et les chondrites en statite, sont plutôt vers la partie haute de ces gradients. Et en fait, on parle de biais de modélisation, on pense que la Terre a aussi commencé à s'accréter à partir des matériaux très réduits, et la Terre finalement termine là. Et en revanche, les objets qui sont plus oxydés sont plutôt vers la partie basse de la distribution. Et donc, comme je vous ai dit que ces objets-là sont aussi ceux qui sont les moins enrichis en processus S, et donc ceux qui se sont formés dans un milieu plus froid, alors que ceux-ci se sont formés dans un milieu plus chaud, ce degré d'oxydation peut faire supposer que peut-être ces objets-là se sont même formés au-delà de la ligne des glaces. Et c'est effectivement la proposition qu'ont fait Grégoire et collaborateurs quand ils ont montré qu'il y a deux populations des objets non carbonés qui correspondent à deux degrés d'oxydation différents. Ceci a été expliqué dans un modèle par Lichtenberg et al. En supposant que les disques accrètent la matière lentement, et donc les disques s'échauffent lentement. Et donc la ligne des glaces part initialement de très près de l'étoile, et après les disques chauffent lentement, la ligne des glaces migre vers l'extérieur quand le disque est à la chaleur maximale, et après lentement revient vers l'intérieur quand le disque refroidit. Et donc en principe, eux proposent que tous les planétésimaux se forment à la ligne des glaces, et les déplacements relatifs entre la ligne des glaces et la frontière entre la matière NC et la matière CC fait si que les premiers objets que je forme à la ligne des glaces sont plutôt dans les disques internes NC, et les derniers objets que je forme à la ligne des glaces sont plutôt dans les disques un peu plus externes et des matières CC.
C'est un scénario aussi très qualitatif, n'a jamais été mis sous forme de modèle quantitatif en 4 ans, et vraiment nécessite un réchauffement très lent du disque qu'on peut avoir seulement si les disques accrètent la matière sur des centaines de milliers d'années. Mais les observations semblent nier ça, semblent montrer que la matière arrive sur les disques en quelques dizaines de milliers d'années seulement. Bon, on peut concevoir, donc même si la ligne des glaces donc, ne se suspend pas beaucoup et va plutôt vers l'intérieur, on peut concevoir que la frontière entre la matière NC et la matière CC soit plus loin que la ligne des glaces, et donc de former des planétésimaux à la ligne des glaces dans le domaine de la matière NC. Le problème que j'ai est où est-ce que je fais mes planètes géantes? Parce que la ligne des glaces, c'est l'endroit où on peut produire une énorme quantité de planétésimaux, et qui donc favorise la formation des noyaux des planètes géantes. Si je veux former mes premiers objets non carbonés à la ligne des glaces, déjà j'ai tendance à produire énormément de masse, où est-ce que cette masse est partie, et après où est-ce que j'ai fait mes chondrites carbonées et mes noyaux des planètes géantes. La seule manière que je pourrais concevoir est que plus loin dans les disques, il se forme un sillon, dû à des activités magnétiques, donc l'interaction avec les champs magnétiques dans les domaines dominés par la diffusion en bipolaire peut créer ces sillons, on l'a vu. Alors si on crée un sillon, évidemment la poussière externe voilà, ne peut pas dériver vers la partie interne, elle s'accumule là. Et donc on pourrait avoir un point d'accumulation des matières qui forment les objets non carbonés à ces sillons, qui est plus loin de la ligne des glaces. Et les noyaux des planètes géantes, notamment de Jupiter, se forment là, donc pas la ligne des glaces, plus loin. Peut-être donc pas à 5 unités astronomiques, mais vers les 10 unités astronomiques, là où se formaient les premiers sillons. Ça pourrait être un modèle cohérent. Et évidemment, à modéliser, à quantifier, etc. Bon, comme je disais, c'est spéculatif, mais c'est une piste de possible évolution du système solaire qui pourrait tenir la route. Okay. Mais il y a une autre possibilité, et c'est pour cette possibilité que j'ai invité mon collègue, néanmoins ami, Sébastien Charnoz, pour faire son séminaire. Donc c'est un travail lié à la condensation des poussières hors équilibre et qui se lie bien sur les propriétés isotopiques des corps. Donc c'est un travail qui n'est pas encore publié, mais qui est en voie d'être publié sur Nature. Donc c'est vraiment la recherche en train de se faire. Donc je propose de prendre 5 minutes de pause. Et ensuite, Sébastien vous parlera, et à la suite du séminaire de Sébastien, je vais revenir pour 2-3 minutes, juste pour faire une petite conclusion. Donc voilà, c'est 10 minutes de pause. Merci.